Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre l'audition de deux ministres, Agnès Buzyn et Gérald Darmanin. Ils sont interrogés par la Commission des affaires sociales du Sénat sur le PLFSS, le budget de la Sécu pour 2018. Alors la semaine dernière, le gouvernement a repoussé le retour à l'équilibre à 2020. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit, vous allez le voir, un déficit ramené à 2,2 milliards d'euros en 2018. Il impose de nouvelles économies à l'assurance maladie comme à la branche famille. Et l'objectif, c'est de voir disparaître, bien sûr, totalement le déficit en 2020. Si les prévisions se réalisent, le régime général sera même excédentaire dès 2018, du jamais vu depuis 17 ans. Alors au programme de ce PLFSS 2018, la hausse du forfait de séjour à l'hôpital et la hausse du prix du tabac, des mesures sur les prix des médicaments et la revalorisation des minima sociaux, l'augmentation du minimum vieillesse qui devrait progresser en 3 ans de 100 € par mois, dont 30 € dès l'an prochain. Voilà tout de suite, donc je vous propose de suivre cette audition. Je suis donc, Madame la Ministre, vous le savez, très heureux de vous accueillir devant notre commission, ainsi que Monsieur Darmanin, pour la présentation du PLFSS de 2008. Je vous rappelle qu'avant d'examiner ce PLFSS, notre commission sera amenée à donner un avis sur le projet de loi de programmation de finances publiques pour les années 2018-2022, qui définit la trajectoire des finances sociales pour les 5 années à venir et traduit d'ores et déjà les principaux choix du quinquennat en matière de prélèvements obligatoires et de dépenses. Madame la Ministre, ce PLFSS 2018 est le premier de la législature. Il est marqué par des mesures en recettes, hausse de la CSG, transformation du CICE, suppression ou allègement de cotisations, qui modifient en profondeur la structure du financement de la sécurité sociale et au-delà de la protection sociale. En 2018 et 2019, ce sont ainsi plus de 40 milliards d'euros de recettes, 2 points de PIB, qui sont déplacés par ce PLFSS. Ces transferts de recettes marquent des choix forts, faire contribuer les retraités, concentrer plus encore les allègements sur les bas salaires, financer l'assurance chômage par l'impôt. Nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir. Ce PLFSS traduit également l'engagement présidentiel de la suppression du RSI. En dépenses, nous avons noté une certaine continuité dans le choix par rapport au précédent gouvernement. C'est le cas en matière de politique familiale, avec une accentuation des objectifs de lutte contre la pauvreté. C'est le cas en matière d'assurance maladie, avec la poursuite et l'accentuation du plan d'économie sur l'Ondam et le déport des dépenses vers d'autres acteurs. C'est également le cas en matière de retraite, où l'on dégrade à nouveau le solde du FSV en le privant de recettes sans prendre de mesures plus structurelles. Sur ce point, le gouvernement a annoncé une réforme qui me semble importante. Un fait nouveau, cependant, qui n'a pas manqué de nous alerter si nous sommes habitués aux transferts entre branches et entre entités de la sphère sociale au profit notamment de l'assurance maladie. De nouvelles relations s'instaurent entre l'État et la sécurité sociale avec le retour des mesures non compensées, décidées de surcroît en loi de finances, comme c'est le cas pour les taxes sur les salaires. C'est donc un PLFSS riche en mesures d'importance qui nous est soumis et sur lequel je vous céderai la parole, non sans avoir auparavant dit que, en ce qui concerne, c'est une intervention que j'ai faite surtout au niveau finances. Je pensais que ce serait Monsieur le ministre de l'Économie qui parlerait le premier. En ce qui concerne la santé, notre rapporteure Catherine Deroche vous en parlera tout à l'heure, mais il y a des mesures fortes que j'apprécie particulièrement, que le monde médical apprécie particulièrement et dont nous aurons l'occasion de reparler dans le cadre de la discussion en séance. Je pense en particulier aux vaccinations, je pense en particulier au prix du tabac, etc. Ce sont des choses extrêmement importantes qu'il faudra continuer. Je vous cède la parole, Madame la Ministre. Voilà, excusez-moi. Monsieur le Président, Monsieur Alain Milon, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très heureuse d'avoir l'occasion de présenter ce PLFSS devant vous. C'est ce premier PLFSS de la mandature.
Et c'est un PLFSS qui, vous l'avez certainement perçu, est un texte dense, comme l'a dit Monsieur le Président. C'est aussi un texte qui fait des choix et qui porte une orientation politique forte. Ce PLFSS a 4 dimensions. C'est le PLFSS des engagements tenus, des engagements du Président de la République. C'est un PLFSS de responsabilité, j'y reviendrai. C'est un PLFSS de solidarité. Et c'est un PLFSS qui porte des transformations profondes, notamment de notre système de santé. La première des dimensions du PLFSS, je l'ai dit, c'est celle des engagements tenus. D'abord tenus sur le pouvoir d'achat, tenus sur l'aide aux entreprises et aux entrepreneurs, et Gérald Darmanin y reviendra. Tenus sur l'adossement du régime social des indépendants au régime général, sur la priorité forte donnée à la prévention et sur l'attention portée à ceux de nos concitoyens qui sont dans les situations les plus difficiles, les plus vulnérables. Alors si ce PLFSS permet de tenir les engagements pris devant les Français, c'est parce que c'est un PLFSS de responsabilité. En tant que ministre en charge des solidarités, je suis très attentive, et je sais que vous l'êtes également, à l'équilibre des comptes, parce qu'il conditionne la confiance à moyen et long terme de nos concitoyens dans notre système de protection sociale. Le déficit de la sécurité sociale, régime général et fonds de solidarité vieillesse, devrait s'établir en 2017 à 5,2 milliards d'euros, soit une amélioration de 2,6 milliards par rapport à 2016. En 2018, le déficit devrait être de 2,2 milliards d'euros, soit une nouvelle amélioration de 3 milliards. C'est le déficit le plus faible depuis 2001. Nous sommes donc clairement dans une trajectoire de retour à l'équilibre à l'horizon 2020, conformément à l'engagement pris par le Premier ministre dans son discours de politique générale. C'est aussi, je vous l'ai dit, un PLFSS de solidarité. Parce que c'est un PLFSS de responsabilité, nous avons fait des choix. Mais ces choix privilégient les personnes, les familles les plus en difficulté, pour lesquelles la solidarité nationale doit jouer en priorité. Pardon. Oui, pardon. Alors, je reviens à ces priorités. Bonjour Gérald. Donc le PLFSS, vous le savez, revalorise le minimum vieillesse. Le président de la République s'était engagé à revaloriser de 100 € pendant le quinquennat. Cela commencera donc au 1er avril prochain avec une hausse de 30 €, puis de 35 € en 2019 et de 35 € en 2020. Nous harmoniserons la date des revalorisations des avantages vieillesse au 1er janvier en avançant celle du minimum vieillesse de 3 mois et en reculant celle des pensions de 3 mois. C'est une mesure qui représente un moindre gain temporaire pour les pensionnés, mais elle doit être mise en regard de l'effort de solidarité très important que représente la revalorisation du minimum vieillesse, un effort sur moins de 3 ans de plus de 500 millions d'euros. Je veux également mieux répondre aux besoins des personnes âgées en perte d'autonomie. Ce PLFSS porte la création de 4 500 places d'hébergement permanent en EHPAD, 1 500 places d'accueil de jour ou d'hébergement temporaire. Nous renforçons également l'encadrement des soins en EHPAD avec 100 millions d'euros de crédits qui sont consacrés à cet objectif. Et par ailleurs, nous allons aider au déploiement d'infirmières de nuit qui permettra une meilleure évaluation et une meilleure prise en charge des difficultés des personnes âgées pendant la nuit. Vous le savez, cela peut permettre d'éviter des hospitalisations inutiles et ce sont des organisations qui ont fait la preuve de leur efficacité. En matière de politique familiale, le PLFSS traduit la priorité que je donne aux familles qui sont le plus en difficulté aujourd'hui et en particulier aux familles monoparentales. Alors, je veux rappeler ici les orientations de la politique familiale que j'entends mener et dont j'ai exposé les axes au conseil d'administration de la CNAF début septembre. Ma première priorité, c'est d'augmenter et d'améliorer les solutions de garde des jeunes enfants. La deuxième, c'est de créer une véritable politique de soutien à la parentalité dont on sait qu'elle fait défaut pour certaines familles. La troisième, c'est de soutenir les familles fragiles, notamment monoparentales, et de permettre à ces femmes de travailler, quelle que soit leur situation, aux femmes en général et à celles-là en particulier. Enfin,
Je souhaite lutter contre la pauvreté des enfants. Nous lançons d'ailleurs dès aujourd'hui, avec le Président de la République, une concertation nationale pour aboutir en mars 2018 à un plan d'ensemble de lutte contre la précarité des enfants et des jeunes. Précisément, plusieurs dispositions du PLFSS permettront d'augmenter les prestations à destination des familles les plus fragiles. Les familles nombreuses, les plus pauvres, bénéficieront de la hausse du complément familial majoré au 1er avril 2018. Cela représente 17 € supplémentaires par mois et cela représente 450 000 familles concernées. Pour les familles monoparentales, le montant de l'allocation de soutien familial sera revalorisé au 1er avril. Cela représente également 750 000 familles. Le montant maximum de l'aide à la garde d'enfants pour les parents qui recourent à un assistant maternel, une garde à domicile ou une microcrèche augmentera de 30%. Ça, c'est aussi pour les familles monoparentales. À titre d'exemple, un parent avec un enfant qui perçoit 2 000 € de revenus et qui emploie directement une assistante maternelle percevra jusqu'à 138 € de plus par mois pour payer la garde de son enfant. Nous portons également une évolution du montant du barème et du montant de la PAJE. Mais ce faisant, nous dégageons des marges d'action pour satisfaire aux besoins prioritaires. Nous redonnons une cohérence dans l'articulation de ces deux prestations entre elles, puisque je vous rappelle qu'elles font une continuité dans la prise en charge des enfants. Nous mettons aussi fin au gel depuis près de 5 ans de la prime de naissance. Et nous n'appliquerons cette mesure d'harmonisation du montant et du barème autour de la PAJE qu'au flux des bénéficiaires, c'est-à-dire pour des enfants qui seront nés à partir du 1er avril 2018. Cela ne touchera pas les familles qui d'ores et déjà perçoivent cette allocation. Enfin, je l'ai dit, c'est un PLFSS de transformation. L'ambition de réforme concerne d'abord le champ de la protection sociale. Le 1er janvier 2018, le RSI sera adossé au régime général. C'est l'une des réformes les plus importantes depuis la création de la sécurité sociale en 1945. Et nous nous donnons le temps nécessaire pour la mener. Une période de 2 ans sera ouverte pour faire évoluer les organisations et mener le dialogue social avec les représentants des caisses. Nous avons eu l'occasion de dire au personnel du RSI avec Gérald Darmanin et également au personnel des organismes conventionnés qui gèrent l'assurance maladie de ces travailleurs indépendants toute l'attention que nous portons à cette mutation qui ne doit pas les toucher, en tous les cas ne pas les pénaliser, et à la dimension sociale du projet qui est pour nous l'objet d'une attention toute particulière. L'ambition de transformation concerne également le champ de la santé. Vous le savez, je construis aujourd'hui une stratégie nationale de santé. J'indiquerai en décembre les choix retenus qui seront le cadre d'un plan national et de plans régionaux de santé au printemps. Cette stratégie privilégie 4 domaines prioritaires: la prévention, l'égal accès aux soins, l'innovation, la pertinence et la qualité des soins. Alors je reviens sur la prévention. La promotion de la santé et la prévention est donc un sujet central dans la politique que je conduis. Et ce PLFSS porte 2 mesures très fortes et emblématiques de ces démarches. Ça ne sont évidemment pas les seules actions de prévention que je souhaite mener, mais c'est celles qui ont un impact financier. Et je souhaiterais que la Haute Assemblée soutienne ces orientations. Je l'ai dit, je souhaite rendre obligatoire pour les enfants les 11 vaccins qui sont aujourd'hui soit obligatoires, soit recommandés. 7 enfants, enfin entre 7 et 8 enfants sur 10 reçoivent déjà ces 11 vaccins selon le calendrier vaccinal. Ce n'est donc pas un bouleversement des habitudes. Vous le savez, ce taux est toutefois insuffisant pour éviter des épidémies et donc je souhaite passer à 9 enfants sur 10 vaccinés à la place de 8 enfants sur 10. Ça n'est pas une révolution, c'est simplement permettre d'éviter l'émergence d'épidémies et permettre d'éviter des décès inutiles et des handicaps inutiles chez les enfants. Ce PLFSS porte aussi une hausse importante du prix du tabac sur 3 ans, avec une hausse de 1 € par paquet dès le 1er mars 2018. Vous le savez, le tabagisme, c'est la première cause de mortalité aujourd'hui évitable en France, avec 80 000 morts par an. Des souffrances pour les familles, des vies abrégées. Je voudrais ici vraiment remercier Gérald Darmanin pour le dialogue que nous avons pu construire entre son ministère et le mien sur cette mesure. C'est suffisamment rare et inhabituel pour être souligné, parce que nous avons tous les deux acté que c'était un objectif majeur de santé publique. Nous accompagnerons bien entendu cette mesure de hausse par des mesures de prévention. Il y aura un 2e PNRT, un plan national de réduction du tabagisme qui sera annoncé en mars.
Et par ailleurs, nous portons également des mesures pour lutter contre les marchés parallèles. Concernant la deuxième priorité, qui est l'égal accès aux soins, elle comporte une double dimension sociale et territoriale. Le PLFSS ne comporte pas directement de dispositions relatives au reste à charge zéro. Mais j'ai proposé, vous le savez, de reporter la mise en œuvre du règlement arbitral dans le domaine dentaire, notamment afin de réouvrir un espace de négociation avec les professionnels dans le champ dentaire. Et la négociation qui s'est ouverte doit évidemment prendre en compte cet objectif de reste à charge zéro pour des soins indispensables. Évidemment, ce chantier couvre, en plus des actes dentaires, l'optique et les audioprothèses. Je ferai connaître très rapidement le cadre de travail et de concertation pour aboutir, en tout état de cause, à un accord avec l'ensemble des partenaires du champ avant la fin du premier semestre 2018. Ce seront donc probablement des mesures qui figureront dans le PLFSS 2019. Pour ce qui est de l'égalité d'accès aux soins sur le plan territorial, j'ai présenté vendredi dernier avec le Premier ministre un plan pour renforcer l'égal accès aux soins sur les territoires. Je sais l'importance que votre Haute Assemblée accorde évidemment à cette priorité et je veux en particulier remercier M. Daudigny et M. Cardou pour la grande qualité du rapport qui nous a été remis, mais aussi Mme Doineau qui a accepté d'accompagner la mise en œuvre de ce plan sur les territoires. Ce plan comporte 4 axes: le renforcement de l'offre de soins dans les territoires par une présence médicale et soignante accrue, la mise en œuvre de la révolution numérique en santé, une meilleure organisation des professions de santé pour assurer une présence soignante pérenne et continue, et enfin une nouvelle méthode de gouvernance qui fait confiance aux acteurs et promeut une responsabilité territoriale. Donc ce plan sera évidemment copiloté avec des élus. Donc pour l'essentiel, ce plan ne requiert pas de mesures législatives de mise en œuvre. Ce PLFSS portera toutefois la généralisation de l'usage de la téléconsultation et de la téléexpertise qui rentrent dans le droit commun et sortent du cadre expérimental. Il donnera également une base légale et pérenne au dispositif ASALÉ. S'agissant de l'innovation et de la pertinence des soins, je veux en particulier faciliter l'expérimentation de formes d'organisation et de rémunération nouvelles qui permettront de dépasser les logiques sectorielles entre la ville et l'hôpital, de rémunérer par exemple au forfait des séquences de soins, de prendre en compte la prévention, de prendre en compte la pertinence des actes réalisés. Je vous propose donc d'adopter dans le PLFSS un cadre général valable pour le quinquennat qui permettra de lancer et d'évaluer ces expérimentations. Mon objectif est bien de faire évoluer et de compléter les dispositifs actuels, que ce soit la rémunération à l'acte ou à la T2A. Je suis convaincue que ce levier tarifaire est un levier fondamental de l'évolution de notre système de santé, vers plus de prévention et vers plus de pertinence des soins. Ce PLFSS de transformation s'inscrira dans le cadre d'un ONDAM fixé à 2,3%. Ce taux est conforme à l'engagement du Président de la République. Il est supérieur à celui des 3 années précédentes. Il consacre donc 4,4 milliards d'euros supplémentaires pour la couverture des soins. Il prend en compte les engagements déjà souscrits, dont la convention médicale qui avait été signée en 2016. Vous le savez, l'impact de cette convention médicale signée avec les médecins libéraux en 2016 a un impact important dès 2017 et cet impact sera encore plus important en 2018. C'est pourquoi le sous-objectif des soins de ville sera supérieur au taux global d'ONDAM et il sera de 2,4%. Si on peut en discuter, il faut quand même souligner que cette convention va dans le bon sens, et notamment dans le sens des orientations que je porte, parce qu'elle valorise mieux l'action des généralistes et elle prend mieux en compte notamment les actes complexes de consultation ou les actes réalisés dans des situations d'urgence. L'évolution des recettes des établissements sera quant à elle de 2,2%, soit un taux supérieur à l'an passé, grâce à l'apport du relèvement de 2 € du forfait journalier. Alors, je le répète, ce forfait journalier n'a pas augmenté depuis 2010. Ce relèvement correspond donc à l'inflation constatée depuis lors et anticipée pour 2018. Un ONDAM à 2,3%, vous le savez, reste un ONDAM très exigeant qui repose sur un montant important d'économies par rapport au tendanciel.
J'entends les critiques que se sont exprimées de la part de l'industrie du médicament, puisque les hypothèses sous-jacentes à la construction de l'Ondam prévoient des baisses de prix de près d'1 milliard d'euros. Je voulais toutefois signaler que nous avons revu à la hausse cette année à 3% le taux LH d'évolution des prescriptions hospitalières pour les médicaments très innovants, ce qui va favoriser donc les produits les plus innovants pour les maladies orphelines ou les maladies graves. J'entends aussi les critiques de l'industrie ou des distributeurs de dispositifs médicaux. Je veux leur dire que je recherche avant tout la voie d'une plus grande pertinence dans la prescription et l'usage de ces dispositifs. L'Ondam est un Ondam exigeant, mais c'est cette exigence qui permettra un investissement immobilier et numérique à hauteur de 400 millions d'euros. C'est aussi un Ondam qui permettra l'amélioration des prises en charge médico-sociales, dont la dépense progresse de 2,6%. Pour conclure, mesdames et messieurs, ce PLFSS est à la fois un PLFSS qui met en œuvre des réformes concrètes au bénéfice des citoyens et qui engage des chantiers de transformation en profondeur de notre système de santé et de notre système de protection sociale pour les améliorer et les adapter à notre société. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Je vous laisse la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre de la Santé et des Solidarités, chère Agnès. Je ne reviendrai pas sur les questions relatives au sujet évoqué par Madame Buzyn. Je vais revenir sur deux sujets qui intéressent plus particulièrement le ministre des Comptes publics. La trajectoire financière et finalement la modération de la dépense publique et l'équilibre de nos comptes sociaux. Et puis dans un deuxième temps, le PLFSS en ce qu'il a de transformation pour l'activité économique, puisque c'est dans le PLFSS notamment qu'il y a la fameuse bascule cotisation CSG et qui est donc à voir en parallèle avec le PLF que le Parlement va connaître dans les prochains jours. Sur le rétablissement de nos comptes, Madame la Ministre l'a évoqué, mais je voudrais ainsi le souligner, l'Ondam pour la 8e année consécutive est tenu avec plus de 4 milliards d'économies, des dépenses maîtrisées sur la gestion administrative des caisses, et on en remercie les gestionnaires de leur travail, une amélioration aussi de la conjoncture économique, puisque l'année prochaine, nous prévoyons des cotisations qui sont assises sur une augmentation de la masse salariale d'un peu plus de 3%, ce qui fait écho à l'augmentation de 3% également de cette année. Toutes les branches sont ainsi en amélioration. C'est le cas du déficit de l'assurance maladie, qui gagne 700 millions d'euros en un an. C'est le meilleur résultat depuis 2001. Sur les accidents et maladies professionnelles, l'excédent est de plus d'1 milliard. Sur la branche vieillesse, l'excédent est d'1,3 milliard. Sur la branche famille, pour la première fois depuis 10 ans, nous prévoyons un excédent de 300 millions, certes modeste mais positif, et le déficit du FSV qui continue à se résorber dans cette année par rapport à 2017. L'objectif du gouvernement, c'est bien d'atteindre l'équilibre de comptes sociaux d'ici à 2020 et de poursuivre ce désendettement à partir donc d'ici 2024 pour que nous puissions rétablir, comme la situation économique nous permettra sans doute de le faire, nos comptes sociaux définitivement. Sur le PLFSS de transformation évoqué par la ministre de la Santé et des Solidarités, je voudrais revenir sur plusieurs mesures économiques et sociales qui vont intéresser les parlementaires et particulièrement la Haute Assemblée. D'abord, c'est bien dans le PLFSS qu'il y a les engagements de la majorité parlementaire et du président de la République sur la fin du RSI tel que nous le connaissons. Agnès Buzyn l'a dit, au 1er janvier de l'année prochaine, il y a dans le régime général la fusion du RSI qui pendant 2 ans va connaître une phase transitoire, puis dans 2 ans va connaître sa pleine transformation. Il faut à la fois comprendre la difficulté que nous avons aujourd'hui de pouvoir écouter un certain nombre d'agents du RSI qui ne sont pas les responsables de l'accident industriel que le RSI a pu connaître envers un certain nombre d'artisans et de commerçants que nous connaissons tous. Et ces agents sont effectivement inquiets pour leur propre devenir. Nous avons assuré avec la ministre de la Santé et des Solidarités qu'il n'y a aucune mobilité géographique forcée, qu'il n'y aura aucune séparation de collaborateurs. Et cette période de transitoire de 2 ans permet cette fusion dans des bonnes conditions. Les indépendants ne perdront pas les avantages d'être indépendants, donc il n'y a pas de fusion dans un régime général où il viendrait avoir des hausses de cotisations ou des pertes qui leur seraient ainsi imputées à cause d'une fusion du RSI. Ils garderont leur avantage d'être indépendants avec la gestion d'un régime général et une fusion des systèmes informatiques avec Madame la ministre de la Santé et des Solidarités. Une mission a été lancée et présidée, si j'ose dire, par Monsieur Georgie, qui va rendre évidemment des conclusions dans la représentation nationale, aura évidemment à connaître, mais au 1er janvier, la fin du RSI tel que nous le connaissons est enclenchée.
La deuxième des choses sur lesquelles je voudrais souligner, c'est que nous avons dans ce PLFSS aussi la chronique de la transformation du CICE en allègement de charges généralisé pour les entreprises à partir de l'année 2019. Donc c'est dans ce PLFSS que vous allez avoir à discuter et qui sera appliqué au 1er janvier 2019, qui permettra jusqu'à 1,6 SMIC d'avoir un allègement généralisé de charges, et ce qui fait que pour la première fois dans notre pays, toute entreprise qui, en 2019, embauchera quelqu'un au niveau du SMIC aura 0 charge dans cette embauche de personnel. Le troisième point, c'est l'année blanche de cotisation pour les créateurs d'entreprises. C'est une mesure, je crois, qui va permettre l'encouragement de ceux qui créent des entreprises dans notre pays qu'il convient d'encourager. Une année blanche est donc prévue dans le PLFSS pour les encourager et pour leur simplifier la vie. Simplification administrative également très forte sur les déclarations des activités économiques, notamment sur les TPE et sur les PME. Enfin, sur la bascule CSG, cotisation sociale. Vous le savez, le choix du gouvernement, c'est d'augmenter d'1,7 point la CSG, pas simplement pour les salariés ou les agents publics, mais aussi pour le capital, puisque la CSG a l'avantage de toucher tout le monde de manière proportionnelle et de supprimer des cotisations pour les salariés qui correspond à 3,15 points de cotisation. Si je devais résumer la chronique proposée par le PLFSS, je dirais que les 2/3 de la suppression des cotisations a lieu au mois de janvier et 1/3 de pouvoir d'achat de gains pour les salariés a lieu au mois de janvier. Et en octobre, le tiers qui reste de cotisations supprimées et les 2/3 de pouvoir d'achat arrivent au mois d'octobre. Ce qui fait que pour quelqu'un qui est au SMIC, à 1 152 € l'année prochaine, il aura donc une chronique de gains de pouvoir d'achat en 2 fois, ce qui correspond à 160 € de gains de pouvoir d'achat l'année prochaine, et en année pleine, c'est-à-dire en 2019, à 260 €. Et c'est évidemment proportionnel par rapport à votre revenu. Ces suppressions de cotisations passent d'un régime où on était aujourd'hui sur un statut à un régime universel. On passe sur un régime qui est plus beveridgien que bismarckien et qui nous permet aujourd'hui de considérer que ce n'est plus une multiplication de cotisations qui peuvent accompagner ces transformations, mais c'est bien un impôt universel que chacun peut payer, avec cette idée générale que le travail doit payer et que le pouvoir d'achat doit être plus grand pour ceux qui sont salariés et notamment ceux qui ont les plus bas revenus. Il faut rappeler ici les seuils sur lesquels il y a eu des augmentations de CSG. Contrairement à ce qu'on peut dire et entendre, c'est bien à 1 400 € que ce seuil se déclenche, puisque certes, les retraités qui ont moins de 65 ans, c'est à 1 289 € qu'il y a une augmentation de CSG. La plupart de nos retraités ont plus de 65 ans. Vous savez qu'à 65 ans, il y a un abattement. Et donc, c'est à partir de 1 400 € que l'augmentation de la CSG pour les plus de 65 ans se fera. C'est en parallèle à faire avec le PLF, puisque la mesure de compensation de pouvoir d'achat pour les classes moyennes, je rappelle que le salaire médian dans notre pays est à 1 700 €, que ce puisse se faire avec la taxe d'habitation, puisque le seuil de la suppression de la taxe d'habitation, et là je parle par personne seule en net par mois, évidemment plus il y a de part fiscale, plus les choses augmentent, on est à 2 500 € net pour avoir la suppression de la taxe d'habitation. Donc si je devais résumer la situation des retraités de notre pays, puisque tous les salariés y gagneront, et hier nous avons eu une négociation avec les employeurs publics qui, je crois, ont pu être assurés sur la compensation intégrale de la CSG par le budget de l'État. Pour les retraités de notre pays, soit ils ont des petites retraites. Quand j'entends parler de petites retraites, il me semble que beaucoup d'entre vous soulignent que dans les villes dans lesquelles nous vivons, et dans le monde agricole notamment, il y a des retraites à 500, 600, 700 €. Ces petites retraites qui sont concernées par le minimum vieillesse voient leur augmentation de 100 € par mois dans la durée du quinquennat, dès l'année prochaine par une augmentation qui a été évoquée par Madame la ministre de la Santé. Évidemment, ne sont pas concernés par les mesures d'augmentation de la CSG et évidemment sont concernés, pour ceux qui le payent, ça peut arriver par la taxe d'habitation. Il y a ceux qui ne connaissent pas l'augmentation du minimum vieillesse parce qu'ils sont au-dessus de ce minimum vieillesse mais qui sont à moins de 1 400 €. Ils ne commettront pas d'augmentation de CSG et ils auront par ailleurs la suppression de la taxe d'habitation en chronique de 3 ans comme prévu par le PLF, 1/3 de l'année prochaine. Il y a ceux qui sont au-dessus de 1 400 € mais jusqu'à 2 500 €. Ils vont connaître une augmentation de CSG mais dès l'année prochaine une chronique de suppression de taxe d'habitation qui comblera dans ce cadre-là l'augmentation de la CSG et donc un gain de pouvoir d'achat ou une neutralité de pouvoir d'achat. Et puis il y a ceux qui sont à plus de 2 500 € par personne de retraite qui n'auront pas la taxe d'habitation et auront une augmentation de CSG. Donc ces seuils sont les suivants et ils sont effectivement à mettre en parallèle
avec notre débat sur le projet de loi de finances. Je rappelle que l'augmentation de la CSG est évidemment déductible pour ceux qui déclarent leurs impôts et qui payent des impôts sur le revenu, et que cette CSG touche évidemment aussi les produits du capital. Je voudrais juste préciser un seul instant que sur la question des agents publics, la négociation que nous avons conclue hier avec les partenaires sociaux prévoit que l'intégralité des agents de la fonction publique contractuelle, territoriale, hospitalière voient leur compensation par l'État. C'est bien l'État qui le fait pour notamment la fonction publique territoriale. Ça se passera soit par des suppressions de cotisations que aujourd'hui les agents publics payent, par exemple le 1% que payent un certain nombre d'agents de catégorie A et de catégorie B, ou le 0,75 que payent les contractuels, et en parallèle la suppression de cotisations employeurs que nous inscrirons évidemment dans la loi pour que cette prime, qui n'est pas dégressive et qui sera bien pérenne et qui touchera aussi le flux, c'est-à-dire les nouveaux agents publics qui entreront au 1er janvier, puissent connaître cette compensation intégrale de CSG. Voilà, Monsieur le Président, je pense que le plus intéressant pour les parlementaires est désormais sans doute que nous puissions répondre à leurs questions. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Ministre. Nous allons passer aux questions de nos collègues. Pour l'instant, j'ai 10 inscrits. 11, 12. Il est clair que je vous demanderai d'être précis et concis dans vos questions. Moi, j'en ai 2 à poser à Madame la Ministre. C'est connaître ses positions par rapport aux tiers payants et connaître ses positions par rapport à l'évolution de la tarification dans les EHPAD. Je passe la parole à Monsieur le rapporteur général, Monsieur Van Lerenberghe. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. C'est un exercice nouveau pour vous, intéressant et habituel pour nous que ce PLFSS. Je noterai, et vous l'avez souligné, Madame la Ministre, que vous avez fait référence à plusieurs rapports du Sénat. Il y a un certain nombre de dispositions, et je m'en félicite, je crois que nous en félicitons tous, qui répondent aux recommandations, aux propositions de certains rapports qui étaient faits par nos collègues récemment. Et donc, nous ne pouvons que nous en féliciter. Je pense notamment dans le domaine de la prévention, je pense dans le domaine de la pertinence des actes, de l'accès aux soins, vous l'avez souligné aussi. Il y a néanmoins, effectivement, quelques questions, et notamment, plus particulièrement, en ce qui me concerne, sur le côté finance. Je ne reviendrai pas sur la CSG, Monsieur le Ministre, puisque vous avez largement détaillé la mesure. Néanmoins, la question qui se pose et que vous avez, je dirais, élégamment traitée d'ailleurs, c'est le revenu fiscal de référence qui est retenu pour l'application du taux réduit. Quand vous parlez du 1 400 €, pour une personne seule, ça reste quand même un revenu assez faible, il faut en convenir. Donc, l'impact peut être quand même assez considérable, et donc je crois qu'il faudra peut-être s'interroger. Le revenu fiscal de référence est évolutif, par définition. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de profiter de cette mesure sur le CSG pour le faire évoluer? Je rappelle que, pour nos collègues, que le revenu fiscal de référence, c'est ce qui marque les taux réduits. Il y a un taux réduit à 3,8 pour la CSG et qui est calculé en fonction effectivement de ce revenu fiscal de référence. Sur le CICE, le gouvernement a choisi de concentrer les allègements sur les bas salaires. C'est un vrai débat d'ailleurs entre économistes. Faut-il privilégier les bas salaires pour favoriser l'emploi, ou faut-il pas aujourd'hui favoriser un positionnement un peu plus haut de gamme et notamment alléger les salaires sur le coût du travail, donc sur les salaires plus élevés? Est-ce que vous ne pensez pas que cette occasion qui nous est offerte ne se reproduira plus, de transformation du CICE pourrait entraîner effectivement une révision de cette position
qui aujourd'hui est la vôtre. Sur le RSI, je pense que d'ailleurs notre collègue Jean-Noël Cardou, qui est un très bon connaisseur, y reviendra vraisemblablement. C'est vrai que la marque RSI a été durablement affectée par la crise du recouvrement des cotisations lors des années précédentes. Mais je rappelle que la cause principale, c'était la défaillance du système informatique des URSSAF. Alors, d'ailleurs, c'est parfaitement démontré dans l'annexe 3B du PLFSS que des progrès importants ont été réalisés aussi dans le recouvrement et surtout que l'offre de services et d'accueil n'est pas affectée. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que le transfert des travailleurs indépendants vers le régime général ne risque pas de dégrader à court terme le service des prestations d'assurance maladie et des assurances vieillesse? Notamment, le transfert de l'activité retraite implique de demander à la CNAV de gérer non seulement une population accrue de plusieurs millions mais également va devoir gérer le régime complémentaire des indépendants, ce qui est quand même une activité nouvelle pour la CNAV. Et a fortiori, vous le savez, dans un contexte où certaines CARSAT sont en difficulté. Alors au total, est-ce que vous ne craignez pas, vous l'avez précisé, le calendrier, que ce calendrier ne soit trop ambitieux, tout faire en 2 ans, et ça dans la perspective d'une réforme systémique des retraites, me paraît effectivement, en tous les cas, sujet à question. Et la dernière question, c'est une question à quelques milliards, c'est que deviendront les 17 milliards d'excédents du régime complémentaire des indépendants? J'ai une question qui sort un peu du champ, mais qui concerne plus exactement la programmation, la loi de programmation des finances publiques et qui concerne aussi le périmètre du PLFSS, qui est différent de celui des ASSO, qui n'est pas exprimé dans la même comptabilité. Vous avez fait plusieurs annonces sur le pilotage des comptes sociaux, avant même d'envisager une révision qui est nécessaire de la loi organique. Seriez-vous disposé à renforcer l'information du Parlement? Rassurez-vous, c'est une question que nous posons chaque année. Alors j'espère que cette fois on aura une réponse positive qui est très lacunaire sur la contribution des différentes ASSO à la trajectoire prévue par la loi de programmation. Voilà mes questions, Madame. Merci. Chaque année, on a eu une réponse positive, Monsieur Van der. Oui, on a des réponses positives, c'est tout. Oui. C'est pas pareil. Madame De Roche. Madame De Roche. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre. Alors, premier point sur ce que vous avez évoqué sur vos axes en matière santé, avant de rentrer dans le détail plus financier du PLFSS, puisque c'est l'objet d'un PLFSS. Le président Milon l'a dit, et c'est vrai que vous aurez notre soutien en termes de prévention sur les 2 sujets que sont la vaccination et que le prix du tabac. Avec Yves Daudigny, on avait fait un rapport de fiscalité comportementale et on avait déjà préconisé une augmentation annoncée et affichée de 10% par an pendant 5 ans du prix du tabac. Sur l'accès égal aux soins, on note en effet le report du règlement arbitral et il faut vraiment rentrer dans une négociation parce qu'on est tous très sollicités par les chirurgiens dentistes par rapport à ce qui s'était passé avec le gouvernement précédent. Et sur la télémédecine, vous faites rentrer en effet un remboursement dans le droit commun, ce qui est bien. Il y a aussi beaucoup de verrous qui tiennent mais qui sont plus d'ordre réglementaire, qui tiennent à qui peut faire quoi en matière télémédecine. Nous, on a eu en Pays de la Loire des projets d'expérimentation et d'innovation assez forts en matière de téléconsultation, mais on bute, lorsqu'on a étudié les dossiers avec l'ARS, sur l'impossibilité pour le médecin traitant de pratiquer lui-même de la téléconsultation à distance.
Donc voilà. Alors sur le reste, bon, le comité d'alerte de l'ONDAM a souligné caractère important, mais encore incertain des économies nécessaires pour respecter l'objectif de dépenses pour 2018. En effet, on sait que respecter une progression de l'ONDAM de 2,3% par an face à des tendanciels de dépenses qui sont très très dynamiques, notamment en soins de ville, est difficile. Et ma question portera plus sur quelle stratégie vous entendez mettre en œuvre au-delà de 2018 pour pouvoir respecter en effet cette progression de l'ONDAM, et surtout quel équilibre plus généralement vous voyez entre les régimes de base et les régimes complémentaires par rapport à la prise en charge. Dans le cadre de l'innovation pour le système de santé, il y a un cadre d'expérimentation. On nous dit qu'il aurait, d'après l'étude d'impact, un coût net d'amorçage de 10 millions d'euros en 2018 et un autofinancement attendu dès 2019. On a vu qu'en ce qui concernait la télémédecine ou d'autres thématiques, la réactivité de ce cadre expérimental n'était pas toujours opérante. Est-ce que vous avez une réponse à nous donner pour assurer cette réactivité? Et le troisième point, c'est sur les modifications substantielles à l'application de la T2A dans les établissements hospitaliers. C'est vrai qu'Alain Milon, c'était à l'époque avec Jacques Lemener, peut-être, avait commis un rapport justement sur la tarification et la T2A, et qui montrait aussi sa pertinence un temps, mais aussi ses limites. Et donc, sur le plus long terme, quel regard vous portez sur ce mode de financement des hôpitaux? J'ai vu que vous aviez fait des déclarations à la presse en ce sens. Et envisagez-vous de mettre en place des aménagements sur ce point assez rapidement? Merci, Madame de Roche. Madame Doineau. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, merci de votre éclairage sur ce PLFSS 2018. En ce qui concerne les questions de santé, je soutiendrai également tout ce qui a été pris, en tout cas proposé comme mesure concernant la vaccination. Et je pense que sur la vaccination, il faut absolument que la communication torde le cou à tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux. Parce que là, c'est vraiment la difficulté sans doute la plus importante à appréhender. Mes questions sont relatives à la branche famille. Après presque donc 10 années de déficit, la branche famille, et vous l'avez dit tout à l'heure, devrait connaître un excédent, Monsieur le Ministre, de 300 millions d'euros en 2017 et voire 1,3 milliard d'euros en 2018. On ne peut évidemment que s'en réjouir, mais il convient de noter qu'il résulte en partie de mesures mises en œuvre depuis 2012, dont l'effet net est une économie approchant cette année 1,5 milliard d'euros à l'échelle de la politique familiale, et qui ne touche pas uniquement les ménages les plus aisés. Dans ce contexte, on aurait pu s'attendre à ce que les efforts demandés aux familles soient quelque peu relâchés cette année. Or, le PLFSS contient une nouvelle mesure d'économie portant sur les ménages modestes et une mesure favorable aux familles monoparentales dont l'impact financier demeure limité. Comment conserver son ambition à la politique familiale alors que le nombre de naissances continue de baisser? Ma deuxième question, après la modulation des allocations familiales intervenue en 2015, on parle aujourd'hui de mettre définitivement sous condition de ressources cette prestation. Alors, à mon avis, ça porterait un coup important au principe d'universalité de la politique familiale, et cela amorcerait une logique que l'on ne souhaiterait pas voir appliquée aux autres branches de la sécurité sociale. Quelle est donc votre position sur cette question? Estimez-vous que les aides aux familles ne doivent avoir pour objectif que de lutter contre la pauvreté, ou estimez-vous que la solidarité horizontale demeure pertinente? Vous opposerez-vous à d'éventuels amendements tendant à mettre fin à l'université des allocations familiales? Ma dernière question est une question très pratique, et ça concerne justement cette augmentation du complément mode de garde, le CMG, qui serait donc revalorisé, vous l'avez dit Madame la Ministre, pour justement les familles monoparentales. Mais je voudrais simplement vous alerter sur le fait que ces familles sont obligées d'avancer le premier mois les sommes, et que ça reste une grosse difficulté pour eux, et que donc la conciliation vie familiale, vie professionnelle est de toute façon difficile pour ces familles. Merci, Madame la rapporteure. Je passe au président de l'AMEX, Monsieur Cardot.
Oui, merci Monsieur le Président. J'aurais deux questions tout à fait ciblées. La première, vous l'avez compris, sur le RSI, le rapporteur m'a ouvert la voie. Je pense que cette réforme se fait actuellement contre la volonté des travailleurs indépendants, qui sont unanimement contre. Ils ont de grosses craintes qu'il conviendrait d'apaiser. Et je pense aussi que on n'a pas, comme l'a dit le rapporteur, tenu compte de les véritables causes du problème. Il faut savoir que le problème remonte à 2008, non pas en 2006 quand on a créé le RSI, mais en 2008 quand on a voulu instituer l'interlocuteur social unique, et que nous avons mis à cette époque-là, et je pense qu'on peut critiquer les dirigeants de l'époque qui ont proposer une réforme sans assurer son suivi et son évaluation, nous avons mis en face deux blocs, l'ACOS et les caisses des travailleurs indépendants qui, pendant 3 ans, ont refusé de travailler ensemble et ont refusé de se parler. Donc, automatiquement, le verre était dans la pomme. Et qui plus est, et ça c'est récurrent depuis quelques années, le fameux logiciel de recouvrement ACOS, le SNV2, est totalement obsolète de l'avis de tous les interlocuteurs. Ça avait été souligné l'année dernière lors de l'audition du secrétaire d'État, M. Eckert, qui avait reconnu cet état de fait et qui avait dit, évidemment, la somme à investir pour remettre à niveau et le temps pour remettre à niveau ce logiciel est colossal. Donc le problème, il est là. Et je pense que fusionner les régimes ne réglera pas le problème informatique. Et c'est par là qu'il faut commencer, il faut régler le problème informatique. D'autant que depuis quelques années, et avec la prise de conscience que les uns et les autres avaient pu prendre, des efforts considérables avaient été réalisés. Je peux vous dire que le RSI avait créé une cellule à la disposition des parlementaires, peut-être trop méconnue, mais quand un parlementaire saisissait cette cellule, je ne dis pas que le problème était réglé comme par un coup de baguette magique, mais dans la très forte majorité des cas, des réponses et des solutions étaient apportées. Donc nous étions sur la bonne voie. Et si nous y ajoutons que, vous savez, la réduction des acomptes qui était dans la loi du PLFSS 2012, qui n'avait jamais été appliquée parce que personne ne le savait, c'est aussi un mal français, cette chose-là. Et je pense qu'il faudrait prendre du temps, écouter les interlocuteurs, surtout faire des simulations à l'égard des travailleurs indépendants, parce que là réside leur plus grosse crainte de savoir quel va être l'impact sur leur cotisation par rapport aux prestations de l'intégration dans le régime général. C'est là la grosse crainte. Deuxième chose, mettre autour de la table aussi l'ordre des experts comptables qui étaient tout à fait disposés à travailler avec l'ensemble des interlocuteurs, puisque j'ai fait partie d'une commission créée par la précédente ministre, et en particulier, une des solutions qui était préconisée, mais que me semble assez bonne, comme on peut le pratiquer en matière fiscale, c'est l'autodéclaration qui résoudrait une grosse partie des problèmes de rappel sur les provisions. Donc je dis attention, n'allons pas trop vite, qu'il faille réformer, oui, il ne faut pas le faire contre les interlocuteurs et contre les travailleurs indépendants, et il faut leur donner des éléments financiers qui puissent leur permettre de juger du réel impact et sur les cotisations et sur les prestations de la réforme du régime. Ça, c'est ma première question. La seconde, qui n'a rien à voir, mais qui est quand même aussi extrêmement importante, sur les déficits cumulés qui figure encore dans les comptes de l'ACOS. Nous avons eu la semaine dernière en audition le président de la Cour des comptes, M. Migaud, et j'ai posé la question précise cette fois-là, en lui demandant s'il était favorable à une augmentation de la CRDS pour annuler définitivement le stock de dettes qui réside encore dans la COS. Je rappellerai à mes collègues, et vous le savez aussi bien que moi, Madame et Monsieur le Ministre, que l'année dernière, le secrétaire d'État avait récupéré les 22 milliards d'euros d'autorisation de transfert donnés par le Parlement pour réimputer des déficits de la COS à la CADES. Ces autorisations, maintenant, n'existent plus. Donc, la COS est obligée de cumuler les déficits en francs courants, en euros courants. Et à partir de là, le chiffre a dû évoluer, mais l'année dernière, le chiffre que j'avais en tête était de 30 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'actuellement, la COS a en stock un déficit de 30 milliards d'euros, hormis ce que la CADES amortit normalement, ce qui avait été transféré au préalable. Et si par malheur,
c'est du financement à court terme sur le marché financier. Si par malheur, comme on peut le craindre, les taux d'intérêt augmentent, la COSC va exploser avec ces 30 milliards. Et ne serait-il pas plus opportun, une fois pour toutes, de réautoriser des transferts de la COS à la CADES avec un certain délai d'amortissement, sans pour cela aller au-delà du délai d'extinction de la CADES, mais en fixant une augmentation de la CRDS, puisqu'elle est destinée à amortir ses emprunts. Je pense qu'une augmentation de l'ordre de 4 dixièmes de point serait suffisante. Donc on parle d'une CSG à 1,7. Je pense que 0,4 de CRDE en plus ne serait pas quelque chose d'insurmontable. Et là, au moins, on aurait rééquilibré l'ensemble des comptes et on partirait à zéro. Voilà, c'est des suggestions. Et pour la première fois depuis que je l'interroge, puisque ces interrogations-là sont récurrentes, pour la première fois depuis que je l'interroge, le président de la Cour des comptes a répondu positivement à ma question de savoir s'il était favorable à une telle solution. Merci. On va passer à la 5e et j'arrêterai là pour l'instant, mais on a encore 10 après. Madame Rossignol. Madame la ministre, j'observe que dans le PLFSS 2018, une forme de continuité par rapport aux politiques menées précédemment. Cette continuité, je m'en réjouis, parce qu'en matière de politique sociale, la durabilité, la visibilité est importante. Et en même temps, j'en suis presque un peu frustrée. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans le PLFSS les engagements de campagne du président Macron en matière de santé. Et quand je disais qu'il y avait une forme de continuité, c'est presque une forme de conservatisme à mon sens. Je voudrais prendre 3 exemples. La première proposition qui était dans le programme d'En Marche, que vous connaissez probablement parce que vous avez dû y contribuer, sur l'évolution de la rémunération des médecins de ville pour mieux valoriser les actes de prévention. Qu'en est-il exactement? La deuxième, c'est celle l'observation des 7 milliards de gaspillage en matière de dépenses de médicaments. Comment comptez-vous y remédier? Et la troisième concerne la réforme de la T2A pour favoriser les financements qui sont liés à des priorités de santé publique. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième concerne la politique familiale. Moi, je me réjouis que vous augmentiez le CMG. Pour autant, j'attire votre attention sur le fait que le coût des modes de garde est un facteur, mais le deuxième facteur, c'est l'offre. Comment comptez-vous aider davantage encore les communes à ouvrir des places d'accueil, en sachant que dans le monde rural... Il n'y a pas continuité. Pardon ? En sachant que le coût de fonctionnement est très lourd et que les augmentations des subventions à l'investissement ne suffisent pas, d'autant que les économies prévues sur les communes peuvent impacter l'offre en matière de mode d'accueil. Ne pensez-vous pas que dans la réflexion que vous avez sur la politique familiale, on pourrait discuter aussi de la nécessité maintenant d'en venir à un service public de la petite enfance qui est une nécessité pour bien des familles qui n'ont pas de droit opposable en matière de mode d'accueil. 2 remarques ensuite, une sur la PMA, parce que c'est l'occasion de vous dire que je suis un peu perplexe que ce soit dans les lois bioéthiques. Je ne crois pas que la PMA soit une affaire de bioéthique, ou si elle l'est, c'est une affaire de bioéthique, y compris pour les couples hétérosexuels. Or, aujourd'hui, c'est une question politique que l'élargissement de la PMA. Les lois bioéthiques, on le sait, sont des lois longues d'examen. Elles nécessitent beaucoup de réflexion. Elles touchent à de nombreux sujets. Je crains qu'on passe beaucoup de temps sur le sujet PMA dans la bioéthique et qu'en même temps, on obère un peu un certain nombre de sujets très sérieux dans la loi bioéthique. Pourquoi pas un projet de loi sur ce sujet? Et enfin, j'ai juste une petite question, mais il est probable que vous ne pourrez pas y répondre aujourd'hui. Le plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants prévoyait que dans chaque service d'urgence, il y avait un médecin référent qui serait désigné comme un médecin référent violences faites aux femmes. Et ceci avant le 31 décembre 2017. Est-ce qu'à un moment donné, vous pourriez juste nous indiquer où on en est sur la mobilisation des services d'urgence des hôpitaux pour la désignation de ce médecin référent violences faites aux enfants? Je vous remercie. Merci. Voilà une première série de 5 intervenants. Madame la ministre, Monsieur le ministre, je vous laisse répondre. Oui, très bien, Agnès. Je vais essayer de répondre à la question sur la CSG de Monsieur le rapporteur général, sur le CICE, également sur son évocation, sur le RSI. Il y a eu plusieurs
question, le renforcement du pouvoir du Parlement, et peut-être un petit mot aussi sur le tabac, si vous êtes d'accord, vu des comptes publics ou vu peut-être du soutien également à nos amis les buralistes, qu'il faut accompagner dans leur diversification, évidemment, suite à une augmentation du prix du tabac. Sur la CSG, bon, moi, vous savez, monsieur le rapporteur général, je comprends tout à fait qu'à 1 400 € par personne, on ne soit pas riche. Certes, j'aimerais que tous les habitants, tous les retraités de ma commune soient à 1 400 €, puisque ce que je vois dans mes permanences, ce sont des gens qui touchent 500, 600, 700 € de retraite. Et c'est souvent des gens qui, eux, sont dans une pauvreté importante. Non, j'entends bien. Mais ce que nous faisons, c'est que nous augmentons le minimum vieillesse de 100 € par mois, ce que personne n'a fait de ce montant-là. Sur le seuil, on peut toujours discuter de à partir de quel moment il faudrait mettre un seuil. Il se trouve que ce seuil, pendant la campagne législative, et par la campagne présidentielle, a été évoqué à 1 200 €. Nous le plaçons à 1 400. Nous pouvons toujours avoir des amendements qui augmentent le seuil. Je pense qu'il y aura toujours des effets de distorsion, parce que 1 400 € que vous habitiez dans une ville de province ou que vous habitiez à Paris, c'est pas la même chose. Et effectivement, si on commence à comparer le CSG seul, on va trouver un certain nombre de cas qui montreront qu'effectivement ces personnes sont en difficulté. Et je pense qu'il faut vraiment voir le PLFSS avec le PLF. Les mesures de pouvoir d'achat, elles sont cumulatives. Suppression de taxes d'habitation, augmentation de CSG. C'est pour ça que je crois que le Premier ministre a souhaité faire un ministère des comptes publics. C'est pour que les discours politiques soient cohérents. Revoir l'idée du revenu fiscal de référence, c'est vrai que c'est assez technique entre les déclarations des uns et des autres, sachant que vous avez 10% d'abattement dès le début de votre revenu fiscal de référence. Ça nous amène dans des débats qui parfois peuvent alimenter, pour reprendre l'expression de Mme la sénatrice, des réseaux sociaux. Mais je pense que seuls les feuilles de salaire, les feuilles de paie, les feuilles de pension de nos retraités, de nos salariés, de nos agents publics démontreront qu'ils y gagnent effectivement du pouvoir d'achat s'ils sont jusqu'à 2 500 € net. Et d'ici là, je pense qu'on aura beaucoup de discussions politiques sans que les gens ne voient véritablement cette redistribution. Après, il y a un choix politique très clairement fait par le gouvernement. Certains souhaitent augmenter la TVA. Moi, je suis prêt à démontrer chacun des arguments pour dire que l'augmentation de 2 points de TVA coûtait plus cher aux retraités à 1 400 € que l'augmentation de la CSG. Je démontre sur toutes les latitudes devant toutes les argumentations. Puisque si on augmente de 2 points la TVA sur les produits, ça fera plus, parce qu'il n'y avait pas de compensation en plus de taxes d'habitation, mais je mets ça à part, ça fera quoi qu'il arrive à tous les coups plus cher que l'augmentation d'un point 7 de la CSG, mais on peut en discuter et je pense que les parlementaires de l'Assemblée nationale ont eu ces discussions. Ah, je tiens le pari, et y compris, si vous le souhaitez, monsieur le rapporteur général, des spécialités du Pas-de-Calais en échange des spécialités du Nord. Après, il y a un choix qui a été fait, qu'au-dessus de 1 500 €, il n'y a pas de gain de pouvoir d'achat, parce qu'il y a redistribution pour les salariés, et notamment pour les salariés les plus modestes. C'est un choix politique. On peut rediscuter du principe de la redistribution des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui ont 3 000 € de retraite, et qui ont mis de l'argent de côté, et qui n'ont pas envie de contribuer à la redistribution pour les salariés qui ont un pouvoir d'achat modeste et qui veulent faire de la solidarité intragénérationnelle. C'est un débat politique qui est tout à fait vertueux et sur lequel, effectivement, on pourra aller assez loin. Simplement, il y a un choix assumé qui consiste à dire au-dessus de 1 500 €, il y a redistribution qui n'est pas qu'intergénérationnelle, qui est intersolidaire. Parce qu'évidemment, il y a dans les familles, vous le savez mieux que moi, des gens qui aident leurs parents, il y a des parents qui aident leurs enfants, puis il y a des gens qui peuvent aider ni leurs parents, et les parents ne peuvent pas aider leurs enfants, avec la solidarité nationale qui peut le faire. Et chaque élu local le sait. Donc ce seuil existe, il est à tempérer par rapport au discours de la campagne, il est augmenté, et il est à tempérer par rapport à la suppression de la taxe d'habitation, et il est assumé au-dessus de 2 500 €. Sur le CICE, c'est un peu comme le RSI. C'est vraiment une grande victoire française que de faire de la politique, qui consiste à vivre tout un débat pour dire qu'il faut baisser les charges, et puis quand on les baisse, on dit ah ben non, finalement le CICE c'était pas si mal, c'est ce que j'entends ici ou là de la part de chefs d'entreprise. Je ne sais pas ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur général. Ou désormais, j'apprends que dans les chambres, le RSI fonctionne très bien. Je ne le savais pas. Je ne sais pas ce que vous avez vécu comme campagne électorale, mais moi je remarque que dès que je dis le mot RSI dans une salle, en général, quand je dis qu'on va le supprimer, les gens se lèvent, applaudissent et quasiment portent au nu celui qui le dit. Il y a un dysfonctionnement évident au RSI. Non mais ah bah peut-être que chez vous le RSI fonctionne très bien, mais dans ces conditions, je crois. C'est d'ailleurs pour ça que tous les candidats à la présidentielle ont proposé de le supprimer, c'est que ça devait très bien fonctionner. Puisque tous les candidats présidentiels souhaitaient le supprimer. Je vous donne un scoop, tous les candidats présidentiels. Voilà. Voilà, c'est un premier point.
Qu'il y ait eu des améliorations profondes au RSI, c'est une évidence. Que les agents du RSI ne soient pas responsables des dysfonctionnements, c'est une autre évidence. Qu'il y ait eu des problèmes informatiques, c'est une autre évidence. Mais moi je crois, comme Madame la ministre de la Santé et de la Solidarité, que la marque est définitivement entachée. Et en plus, comme je suis démocrate, il se trouve que c'était très clairement dit dans le discours du Président de la République, mais aussi dans la majorité parlementaire. Il y aura fusion au 1er janvier. 2 ans, alors j'entends que ce soit peut-être trop rapide, certains reprochent que c'est trop lent. 2 ans, c'est le temps qui nous permet, me semble-t-il, de rassurer l'intégralité des agents qui travaillent au RSI, puisqu'il y a derrière chacune de nos décisions un certain nombre de personnes qui y travaillent et qui travaillent bien et qui auront subi parfois le mécontentement des artisans, des commerçants devant l'absurdité parfois du système. Et viendra le moment, monsieur le rapporteur général, où vous-même, en tant que rapporteur général, mais aussi les ministres, viendront devant vous pour expliciter étape par étape ce qu'il en est. Et s'il faut prendre du temps, on le prendra. Mais il semble que c'est une bonne manière de procéder. Il n'y aura pas d'augmentation des cotisations. Et je voudrais ici vous rassurer une nouvelle fois que le 1,7 milliard que vous évoquez restera dans le régime, si j'ose dire, des indépendants. Les 17 milliards restera dans le régime des indépendants. Mais n'ayez aucune crainte sur la volonté du gouvernement que de vouloir transformer le RSI. On peut s'opposer à cette transformation. J'ai constaté, moi, personnellement, que les indépendants que je connaissais étaient pour la suppression du RSI et que ceux qui dirigeaient les caisses du RSI étaient contre. Je constate souvent ça aussi des URSSAF. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'entreprises qui viennent me plaindre de l'URSSAF et je leur rappelle que le patron de l'URSSAF de mon département, c'est une chef d'entreprise. Il ne faut jamais oublier que le RSI est présidé par un indépendant et qui a fait ce qu'il a pu sans doute. C'est pas le même que depuis 8 ans. Mais je distingue les indépendants de ceux qui dirigent les caisses du RSI, qui ne sont pas toujours les mêmes d'ailleurs. C'est comme les chefs d'entreprise qui demandent de baisser les charges et qui président les CCI, qui demandent d'augmenter les impôts. C'est souvent un discours contre-intuitif. Sur le CICE, je vous rappelle que l'allègement de charges, il est l'allègement de 6 points jusqu'à 2,5 SMIC. Donc c'est quand même assez haut, me semble-t-il, en allègement pérenne de charges. Je rappelle devant la représentation nationale que ça touche, contrairement au CICE, aussi l'économie sociale et solidaire et le monde associatif employeur. C'est à ne pas oublier, parce que je pense que c'est à mettre aussi en perspective des annonces du gouvernement, notamment sur la question du travail et des emplois aidés. Et je voudrais évoquer avec vous que c'est effectivement 0 charge sur le SMIC, parce que c'est le vrai problème que nous avons, et en lien, évidemment, avec le travail très important sur la formation et la qualification que travaille Muriel Pénicaud. Sur les renforcements du pouvoir du Parlement, je vais décevoir le Président sans doute en disant de nouveau oui, alors faut-il que je réponde non? Ce que je propose peut-être à monsieur le rapporteur général, c'est qu'il propose un amendement peut-être dans le PLFSS pour que le gouvernement s'engage à donner ce qu'il doit donner à la représentation nationale. Moi, personnellement, je donnerai toujours un avis favorable quand il s'agit pour le Parlement d'être éclairé dans des décisions assez complexes et des tuyauteries assez compliquées. Et donc, si vous proposez un amendement, monsieur le rapporteur général, je ne saurais trop vous recommander peut-être de nous en parler pour que nous en soyons bien d'accord. Mais j'y donnerai... Non, ça ne commence pas. J'ai tout à fait confiance au sérieux de monsieur le rapporteur général pour que nous puissions lui donner exactement et au Parlement l'intégralité des informations qu'il souhaite. Sur le tabac, vous l'avez évoqué, moi je suis évidemment, comme l'a dit madame Buzyn, très favorable à cette augmentation très forte du prix du tabac. Il y a des conséquences. D'abord, ne croyez pas que des recettes énormes viendront. Donc ce n'est pas une question de recettes. Je voudrais que ce soit dit et répété. Évidemment, même s'il peut y avoir un effet d'aubaine la première année ou la deuxième année, ça veut aussi dire qu'il peut y avoir un effet d'aubaine pour la contrefaçon et la contrebande, et on peut vouloir lutter contre l'augmentation du prix contre le tabagisme, et puis finalement avoir beaucoup de contrebande et de contrefaçon, notamment dans les zones frontalières. Donc nous allons prendre avec Mme Buzyn, avec le Premier ministre, un certain nombre d'initiatives d'harmonisation européenne, mais aussi de lutte très forte contre la contrefaçon et la contrebande, pourquoi pas sur le volet ministère de l'Intérieur. Et ce n'est pas que les douanes, même si vous verrez que dans le projet de loi de finances, nous augmentons les effectifs des douanes justement pour lutter contre les contrebandes et la contrefaçon, parce qu'ils font un travail formidable, mais c'est aussi un travail de la police nationale et de la gendarmerie. Peut-être qu'il ne le fait pas assez, parce que pris par autre chose, mais je pense que c'est un moment important. Et un accompagnement très fort de transformation de nos buralistes, qui ne sont pas des tabatiers, mais qui sont des buralistes, et que pendant longtemps, l'État a demandé de vendre du tabac, et qui désormais subit des décisions de politique de santé publique qu'il partage, mais qu'il trouve parfois violentes. Nous allons donc pour leur proposer des changements dans leur métier, dans leur travail, parce que les buralistes sont aussi souvent
des gens qui sont des lieux de socialisation des villes et des villages de France ou dans des quartiers et qui subissent parfois des décisions qui sont prises par le Parlement ou par le gouvernement. Donc en ce qui concerne le retour de la Française des Jeux, un certain nombre de changements qui peuvent exister dans leur métier. J'irai moi-même au congrès des buralistes vendredi prochain et j'aurai l'occasion d'expliquer aussi qu'il y a un avenir évidemment pour eux, on ne les oublie pas et qu'on n'a pas d'un côté le tabac ou la mort des buralistes, on peut avoir à la fois la lutte très forte contre la première cause de cancer et la transformation d'un métier difficile qui est celui de buraliste. J'espère qu'on aura l'occasion de l'expliciter devant vous et si la Haute Assemblée a des idées pour les buralistes, le gouvernement il aura des avis évidemment favorables, mais il y travaille déjà sur un plan très fort de revitalisation d'un certain nombre d'entre eux. Merci. Alors d'abord, pour répondre à vos questions, Monsieur le Président, vous m'avez posé la question de quid du tiers payant. Donc nous attendons les résultats d'un rapport que nous avons commandé au mois de juillet concernant la faisabilité de la mise en œuvre du tiers payant généralisé au 1er décembre. Et nous prendrons des décisions sur la base de ce rapport qui doit nous être donné en fin de semaine. Donc voilà, nous verrons comment nous traitons le sujet. Vous m'avez posé la question de la tarification des EHPAD, sur lequel nous sommes très souvent interpellés effectivement par les élus. Comme vous l'avez vu, la tarification des EHPAD va faire l'objet d'une mesure dans le PLFSS, puisque nous rajoutons 100 millions d'euros sur la partie soins. Donc nous prenons bien en compte le fait que les EHPAD prennent en charge des personnes de plus en plus âgées, de plus en plus malades. Et puis nous rajoutons également des postes d'infirmières de nuit. Donc nous prenons en compte les difficultés de prise en charge aujourd'hui de nos aînés au sein des EHPAD, puisque nous considérons comme vous que la population a changé. Par ailleurs, du fait de la modification de la tarification qui avait été votée auparavant, nous avons mis en œuvre un comité de suivi de la tarification des EHPAD qui se tient au ministère. La première séance a eu lieu fin septembre. Elle permet de voir les situations individuelles, les problématiques locales. Je vous rappelle que cette mise en œuvre de réforme doit se faire sur 7 ans. Donc nous avons le temps d'accompagner les établissements dans les réformes nécessaires. Et cette tarification, pour l'instant, est plutôt favorable à 80% des établissements. Elle est défavorable pour 20% d'entre eux. Donc nous sommes très attentifs et nous suivons évidemment cette problématique. Monsieur le rapporteur général, je crois que Gérald Darmanin a répondu à l'ensemble de vos questions, donc je n'y reviendrai pas. Madame la sénatrice de Roche, vous m'avez posé la question de la télémédecine et des verrous. Effectivement, nous considérons comme vous qu'il y a énormément de verrous réglementaires aujourd'hui, que les expérimentations ont mis trop de temps pour se mettre en œuvre, qu'elles sont trop limitées, et que la télémédecine et la téléexpertise est rentrée de fait dans l'usage des professionnels de santé et qu'on ne peut plus ignorer les pratiques. Nous le faisons donc rentrer dans le droit commun. Il faudra quand même veiller à la mise en œuvre. Donc je souhaite, mais ça ne fait pas l'objet évidemment d'un article du PLFSS, mais je souhaite saisir la Haute Autorité de Santé sur l'encadrement éventuel des pratiques. Est-ce que tout acte médical peut être peut se faire par télémédecine? Probablement pas. Certains sont beaucoup plus, à l'évidence, conformes à ce qu'on attend d'une téléexpertise ou de la télémédecine. Voilà, donc nous allons avancer avec les professionnels sur ce sujet de façon très pragmatique. Vous avez souligné ce que disait le comité d'alerte de l'ONDAM sur le fait que l'ONDAM de 2,3% était exigeant. Le comité d'alerte a toutefois souligné le 10 octobre que notre prévision était réaliste. Donc, concernant les économies que nous souhaitons faire, je vous l'ai dit, nous souhaitons faire 1 milliard d'économies de baisse de prix sur les médicaments. Je répondrai tout à l'heure à Madame Rossignol autour de ces questions, notamment sur la question des génériques que nous allons faire monter en puissance et des biosimilaires sur lesquels nous souhaitons également avancer avec les professionnels. Donc, il y a des marges de progrès sur le coût des traitements. Mais nous souhaitons aussi énormément, et ça a fait l'objet d'un rapport parlementaire, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur général, travailler avec les professionnels sur les questions de maîtrise médicalisée, comme on disait avant, et que moi j'appelle la pertinence des soins. Je crois que c'est un enjeu majeur pour faire évoluer notre système de santé et surtout pour maîtriser les dépenses, mais aussi pour bien soigner.
Parce que ça n'est pas simplement une question d'efficience, la pertinence des soins, c'est aussi une question du bon acte au bon patient, au bon moment. Et parfois, ça peut coûter cher, plus cher. Dans la majorité des cas, ça coûte moins cher, c'est vrai, parce que ça évite des actes redondants, mais surtout, ça permet aux gens d'être bien soignés. Et je pense qu'à l'arrivée, d'avoir une qualité des soins optimale, c'est ce que nous souhaitons tous. Donc la pertinence, nous avons un plan quinquennal commun avec l'assurance maladie, commun avec les ARS, pour travailler sur la pertinence des parcours de santé et la pertinence des actes dans tous les domaines. S'agissant de l'hôpital, le niveau d'économie est équivalent à celui de 2017, donc rien de plus. Cela accompagne des transformations progressives de l'hôpital. Les GHT vont être quand même un outil formidable de rationalisation des dépenses, notamment autour des achats. On a vu récemment un rapport sortir sur les achats hospitaliers et je pense que nous avons d'énormes économies faisables grâce aux GHT. Donc, pour moi, ces évolutions, elles sont autour de l'efficience et de la pertinence sur 5 ans. Ça ne va pas être une révolution en 1 an, mais nous lançons autour de la pertinence et de l'efficience un grand plan de transformation qui passe notamment par des leviers tarifaires, d'où le souhait que j'ai de modifier la capacité que nous avons à financer soit les établissements, soit les professionnels autour de ces priorités. Alors, concernant l'innovation, Madame la sénatrice, vous avez dit un fonds d'amorçage de 10 millions. Alors, ce fonds d'amorçage, il est uniquement pour le FIR, hein, donc ce qui est à la main des ARS. Mais par ailleurs, nous ajoutons 20 millions d'euros dans un fonds pour l'innovation qui fera l'objet d'un comité stratégique. Alors, je cherche la composition de ce comité, mais a priori avec les partenaires professionnels, les fédérations hospitalières, évidemment. Nous souhaitons que ce soit un comité qui siège au niveau de la CNAM avec tous les acteurs, y compris des associations de malades, et qui soit capable à la fois de financer, de suivre des expérimentations qui seront financées via ce fonds d'innovation. Et ce fonds d'innovation, il va servir à payer les rémunérations innovantes, notamment rémunérations au forfait, ce qu'on appelle les bundle payments à l'américaine, ou ce qui sont des rémunérations au parcours, ou des rémunérations à la pertinence des soins. C'est ce qu'on appelle les ACOS, c'est Accountable Care Organizations, qui ont été mis en place aux États-Unis. Et tout ça, ce sont des modes de tarification innovants qui n'existent pas aujourd'hui dans notre système de santé, que nous souhaitons accompagner par ce fonds d'innovation. Et tout ce qui sera utile pourra ensuite être déployé au plan national. Donc c'est vraiment un plan de transformation sur 5 ans. Ça n'est pas une substitution de la tarification à l'acte ou à l'activité, c'est en complément, mais ça évitera de faire uniquement du rabot et ça permettra de valoriser ce qui mérite d'être valorisé dans la pratique professionnelle. Donc c'est un fonds qui au total est de 10 millions d'euros pour le FIR, 20 millions d'euros gérés par ce comité stratégique, mais qui aura vocation à augmenter. Il n'est pas fermé, ça n'est pas une enveloppe fermée. C'est un fonds qui sera abondé en tant que de besoin à partir du Fonds national de gestion du risque qui sert à rembourser les prestations. Et donc nous sommes ouverts à toutes les évolutions au fur et à mesure que les projets arriveront. Concernant la T2A, ben je l'ai dit, hein, aujourd'hui la T2A représente 60% du mode de financement des établissements de santé. Je souhaite que cela se réduise. On sait les dérives de la T2A, on sait la pression sur les équipes, sur les établissements au sens large. Donc nous souhaitons mettre en place une incitation financière à la pertinence du parcours de soins, c'est notamment ce qui figure dans l'article 35, augmenter la prise en compte de la qualité dans le modèle de financement, c'est-à-dire faire augmenter les financements de type IFAC en modifiant un peu les critères de qualité, poursuivre et intensifier le virage ambulatoire, moderniser les modèles de financement dans le champ du SSR, qui aujourd'hui mérite d'être revisité, et puis faire évidemment accompagner l'offre de soins, par exemple en développant les activités de télémédecine entre les établissements et certains praticiens. Ça, c'est l'article 36 du PLFSS. Donc voilà, beaucoup de projets de modification en profondeur, mais qui verront, à mon avis, leurs effets progressivement dans les 5 ans. Madame Doineau, bien sûr, pour la vaccination, nous souhaitons accompagner ce projet d'un effort de communication accru, non seulement vis-à-vis du grand public, mais vis-à-vis des professionnels de santé. Car si je suis extrêmement bien soutenue
par l'ensemble des sociétés savantes et l'ensemble des académies de médecine, de pharmacie et académies des sciences, on voit bien que parmi les généralistes, quand on fait des sondages, 30% d'entre eux estiment avoir des doutes et 25% en font part. C'est une étude de l'adresse qui va sortir, mais 25% font part de leurs doutes à leur patientèle. Donc on voit bien que sur le terrain, si les sociétés savantes adhèrent totalement, les généralistes de terrain émettent leurs doutes. C'est moins vrai pour les pédiatres et c'est moins vrai pour d'autres spécialités comme les gynécologues, par exemple. Donc, nous avons un sujet autour des médecins de terrain. Donc, nous devons les accompagner d'une part par de l'information rigoureuse, d'autre part par des outils qu'ils pourront donner à leur patientèle. Donc, nous travaillons sur des outils de communication pour le 1er janvier 2018. Concernant la branche familiale qui est pour la première fois excédente, vous l'avez dit, nous avons quand même sur l'ensemble du régime général un problème de déficit. Donc ça n'est pas la première fois que nous souhaitons un esprit de responsabilité qui effectivement comment dirais-je, doit toucher l'ensemble des branches dans leur globalité. Sur la branche famille, il faut quand même noter que nous avons 70 millions de dépenses supplémentaires vers les familles les plus en difficulté, qu'elles soient familles nombreuses ou familles monoparentales. Donc nous avons fait des choix stratégiques, effectivement, parce que tous les chiffres montrent que le taux de pauvreté de ces familles a considérablement augmenté ces dernières années. Nous ne pouvons plus laisser des familles et des enfants dans de telles difficultés. Ensuite, sur les crèches, il y a un devoir effectivement de favoriser l'émergence de places de garde, que ce soit assistante maternelle, crèche, micro-crèche. Je crois qu'il ne faut pas un modèle unique. On voit bien que les territoires ont besoin de modèles diversifiés et que les crèches standards ne répondent pas aux besoins de toutes les communes. Donc l'idée, c'est que nous aidions aujourd'hui les territoires à augmenter le nombre de places de garde, quel qu'il soit, et ce sera évidemment un des grands objectifs de la COGE que je dois signer avec la CNAF prochainement. Donc les négociations débutent avec la CNAF et évidemment la question que je me pose concernant la branche famille, puisque vous posez la question des allocations familiales, ça n'est évidemment pas de porter atteinte à l'universalité dans ce PLFSS, car je ne le souhaite pas. C'est d'une part de questionner globalement notre politique familiale à l'aune d'un résultat qui est alarmant aujourd'hui, qui est une baisse flagrante de la natalité dans notre pays depuis 2 ans. Et donc nous avons un vrai sujet. Est-ce que notre politique familiale aujourd'hui répond à l'enjeu d'augmenter la natalité? Donc c'est un questionnement général. Et pour moi, il y a un autre enjeu qui est de m'en tenir à la méthode que je prône, qui est une méthode de concertation et de discussion. Et je souhaite ouvrir ce débat, non seulement évidemment avec les parlementaires, mais avec les associations. Et donc j'en ai longuement discuté avec l'UNAF. Je veux un débat apaisé. Je ne veux pas qu'on ait un débat idéologique sur les allocations familiales. Je crois que notre pays souffre trop de l'idéologie et du dogmatisme. Nous avons un souci qui est la natalité aujourd'hui. Comment nous y répondons? Quelles sont des mesures pragmatiques qui vont aider les familles? Voilà. Donc c'était une interrogation générale qui va s'ouvrir et qui va probablement voir en partie une traduction dans la COGE que nous négocions aujourd'hui. Enfin, vous parlez de l'allocation complément mode de garde qui est effectivement décalée d'1 mois. Nous allons revenir à la capacité de donner cette allocation avant... enfin, il n'y aura plus cette avance d'1 mois. Ça c'est prévu dans le PLFSS. Monsieur Cardou, je crois que Gérald Darmanin a répondu à vos questions. Madame Rossignol, donc sur l'offre d'accueil du jeune enfant, j'y ai répondu. Nous allons y travailler avec la COGE. C'est évidemment un sujet très important. Sur le financement T2A, je crois que j'y ai répondu également. Je souhaite des transformations profondes. Je crois que c'est une vraie rupture. Vous dites la continuité avec le quinquennat précédent. Non, je vois 2 ruptures. D'abord, je me donne réellement les moyens par ce fonds d'innovation et ce cadre réglementaire d'expérimentation sur 5 ans de faire des vraies réformes autour de la tarification. Donc, c'est très ambitieux.
D'autre part, je vois aussi une grande différence avec ce qui avait été fait auparavant autour notamment de la PMA et des lois de bioéthique. Je souhaite qu'il y ait un temps de discussion. Et pour moi, la PMA, ça fait partie des lois de bioéthique parce que la loi de bioéthique prévoit des états généraux. Et donc, c'est ce temps de discussion, c'est pas de dogmatisme, pas d'idéologie. Il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut arrêter avec les débats de société qui aboutissent à des ruptures et à des fractures dans notre société. Donc, je souhaite réellement qu'il y ait ce temps de concertation dans les états généraux de la bioéthique et c'est pour ça que la PMA sera discutée dans les lois de bioéthique. Enfin, concernant les services d'urgence et le référent violences faites aux femmes, comme vous le savez, ce référent doit être mis en place. Il se met en place progressivement dans les établissements. La problématique des urgences, des services d'urgence est évidemment multiple. Nous débutons évidemment aujourd'hui une mission autour de la continuité des soins parce que le problème des services d'urgence, ce n'est pas simplement de mettre en place un référent pour la violence faite aux femmes. Malheureusement, c'est qu'il y ait aujourd'hui des médecins en capacité d'assurer les soins. Et donc, je dirais que tout cela doit se faire en même temps. Voilà donc pour ces auditions sur le budget de la Sécu pour 2018. La semaine dernière, le gouvernement a repoussé le retour à l'équilibre à 2020. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit un déficit ramené à 2,2 milliards d'euros en 2018. Il impose de nouvelles économies à l'assurance maladie comme à la branche famille. Et l'objectif, bien sûr, c'est de voir disparaître totalement le déficit en 2020. Si les prévisions se réalisent, le régime général sera même excédentaire dès 2018, dès l'année prochaine, du jamais vu depuis 17 ans. Voilà donc pour ces auditions. Vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.